Histoire de Chine est un podcast de la Société d'histoire des Français de Chine. Il est animé par Michel Chapdelaine. Bonne écoute! De Pékin aux confins du désert de Gobi, des grandes fouilles archéologiques aux pistes rocailleuses de la Croisière jaune, Pierre Teilhard de Chardin a parcouru la Chine. Jésuite, paléontologue, géologue, mais aussi penseur philosophique et spirituel, il incarne une figure singulière du XXe siècle. Pour évoquer cette trajectoire peu commune, nous avons le plaisir de recevoir Mercé Prats. Mercé Prats, vous êtes docteur en histoire contemporaine et une spécialiste reconnue de l'œuvre et de la pensée de Teilhard de Chardin. Vous lui avez consacré plusieurs ouvrages, dont une biographie parue en 2023, ainsi qu'une nouvelle version traduite en italien à la demande des presses du Vatican. Version qui parut à l'occasion des 70 ans de la mort du célèbre jésuite, décédé le 10 avril 1955. Bonjour Mercé Prats et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un plaisir de pouvoir revenir sur cette figure si célèbre et si méconnue à la fois. Alors dans un premier temps, pardon, je vous appelle Mercé, Oui, excusez-moi. bien sûr. J'aimerais que vous nous présentiez, Teilhard de Chardin. Qui était-il? Vous avez raison de commencer par le commencement, parce que la vie posthume de Teilhard de Chardin a pris tellement de place qu'on a parfois du mal à le situer dans le temps. Au moment où l'homme décède, le jour de Pâques de l'année 1955, l'œuvre rencontre ses premiers lecteurs. Ses livres connaissent un incroyable succès d'édition, sa popularité donne naissance à une vague de teilhardisme qui déferle soudainement sur la France avant de toucher le monde et disparaître vers la fin des années 1960, tout aussi vite qu'elle n'était apparue. Et de manière intéressante, Teilhard de Chardin trouve à nouveau aujourd'hui la faveur du public, mais on confond parfois la vie vécue avec la vie posthume. Donc, commençons par le commencement. Il est Commencement. né en 1881 dans une famille catholique de la petite noblesse française. Alors, il se plaît à présenter ses parents comme les deux pôles de ce qui deviendra sa vie. La mère, d'un côté, elle incarne la piété, elle veille à la transmission de la foi. Et d'un autre côté, le père serait doué d'un esprit scientifique, il éveille aux sciences naturelles. Pierre est un enfant rêveur qui s'épanouit au fil des années. Et il dit un jour à ses parents vouloir aller là où Dieu l'appelle. Et pour cela, il se fait jésuite. Bon, c'est une formation conséquente, hein, il faut des longues années pour faire un jésuite. Après ces 2 années de philosophie, il est envoyé dans un collège au Caire. Il est professeur de physique-chimie. Ça fait partie de la formation, ces années d'enseignement. L'Orient le fascine. Pendant ses moments de loisirs, il explore les alentours avec un confrère jésuite en quête de fossiles. Et en 1907, il met par écrit ses impressions, les 8 jours au Fayoum. C'est un court essai qui décrit les campagnes et qui se termine par une phrase un peu mystérieuse qui fait référence au dehors des choses. Alors, est-ce qu'on doit supposer qu'il existe un dedans? Teilhard est captivé par les paysages, les grands étendues désertiques. Le retour en Europe est rude. Ils doivent terminer sa formation, la théologie à Hastings, dans le sud de l'Angleterre. Et lorsque la compagnie l'encourage à poursuivre ses études scientifiques, il s'inscrit au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Mais la guerre vient interrompre ses études et c'est un seuil important dans son parcours parce que pour la première fois, il sort des maisons jésuites, de la famille catholique, il se trouve entouré d'hommes qui n'ont pas la foi. Et pourtant, il découvre chez eux un incroyable enthousiasme pour la vie. Il est intrigué aussi par l'élan collectif. Il voudrait orienter toutes ses forces, placer l'humanité entière sur le chemin de la foi. Alors sur le front, il commence à écrire beaucoup. Son premier texte conservé est La vie cosmique. Et dans ce texte, il affirme qu'il est possible de concilier amour de Dieu et amour du monde, et qu'on peut se tourner vers la foi sans renoncer à vivre ici et maintenant. Donc les écrits circulent parmi ses camarades, ils sont lus, mais c'est surtout, par l'exemple de lui-même, de sa manière de vivre. Il est prêtre et il montre qu'en lui, il n'y a aucune contradiction entre son état de religieux, la science qu'il pratique et la vie qu'il mène. Teilhard a aimé ce moment hors du commun. En 1917, il écrit un texte étonnant, La nostalgie du front. Il redoute en fait le retour à la vie ordinaire. Ses premières intuitions philosophiques, celles qu'il avait vues naître en Égypte, émergent de la matière.
La guerre lui dévoile ensuite les possibilités de l'élan collectif. Alors, lorsqu'on lui propose une campagne de fouilles en Chine, alors là, son esprit d'aventure s'éveille. Donc en 1923, Teilhard de Chardin rejoint la Chine. Pourquoi ce départ et que peut-on dire de son travail sur le terrain, ses expéditions, ses recherches paléontologiques et ses collaborations scientifiques majeures, parce qu'il y en aura. Alors, il faut dire que la Chine est venue à lui bien avant son premier voyage. Le père Émile Lissan, jésuite, arrive en Chine en mars 1914, avant la guerre, et il comprend très vite qu'il ne pourra pas seul aller au bout de ses recherches. Il se tourne vers le Muséum national d'histoire naturelle où le professeur Marcelin Boule lui répond que, bien sûr, il y a le père Teilhard, et ça serait la personne la plus indiquée pour l'accompagner, mais il est sur le front. Lissan interroge le British Museum qui lui fait une réponse semblable. C'est pas le moment d'envoyer des chercheurs en Chine, l'Europe entière est en guerre. Après la guerre, le muséum accepte de déterminer les pièces qu'il envoie et on voit Lissan qui s'inquiète. C'est une solution intermédiaire pour lui. En Chine, il a vu arriver des équipes de chercheurs, des Suédois par exemple, le professeur, Anderson, qui a été nommé conseiller par le ministère de l'Agriculture de Chine, il est autorisé à visiter les gisements, étudier les échantillons et Anderson revient en Chine en 1920 avec d'autres professeurs, Walter Granger, Otto Zansky. Alors c'est là que le professeur Boulle à Paris s'inquiète quand il a vu les Américains courir la steppe. Il se décide à envoyer Teilhard. Mais c'est pas si simple, il est jésuite. Il faut d'abord qu'il demande l'autorisation en son ordre, qu'il obtient rapidement et aussi qu'il termine sa thèse. 1921, la thèse n'est pas tout à fait terminée. Après la thèse, il a été nommé professeur de géologie à l'Institut catholique de Paris, si bien que le temps qu'il se dégage de toutes ces contraintes et obligations, ce n'est qu'en février 1923 qu'il est prêt à rejoindre Émile Lissan en Chine. Il arrive début mai à Tianjin et là, on voit Teilhard osciller entre Tianjin et Pékin. Heu, il habite, d'un côté, mais la vie intellectuelle, disons, est plutôt à Pékin. Les exposés devant la Société de géologie, ce sont des moments qu'il apprécie tout particulièrement. Il aime aussi les campagnes, paléontologiques, c'est un homme de terrain, malgré les contraintes, l'hébergement précaire, la fatigue. Heu, il faut croire que les étendues de l'Asie suscitent en lui des élans mystiques. Il écrit La Messe sur le monde, un poème en prose qu'il avait commencé durant la guerre. Mais une fois les campagnes sur le terrain terminées, il faut bien rentrer au laboratoire et se mettre à écrire les mémoires scientifiques qui correspondent. Il le fait, et ces textes sont consultables aussi bien à la Fondation Teilhard de Chardin que au musée à Tianjin, hein. J'ai vu l'important livre qu'il signe avec Boulle et Lissan. Dans les écrits scientifiques de cette période, Teilhard ne laisse aucune de ses pensées philosophiques venir s'insérer dans le discours. Le seul trait qui les caractérise, c'est la qualité littéraire. C'est merveilleusement bien écrit, même une description de mâchoire, c'est c'est vraiment très beau. À ces moments passés à écrire, il préfère évidemment les moments qu'il passe à Pékin, à la Société géologique de Chine. Et il apprécie aussi les dîners en compagnie de savants des différentes, nationalités. Il y a une vie intellectuelle vraiment riche. Donc entre 1923 et 1946, Teilhard fait une vingtaine de voyages en Chine. Le dernier le retient pendant 7 ans, bloqué par la Seconde Guerre mondiale. Impossible de revenir sur toutes ces campagnes en quelques minutes. Heu, la découverte du Chinanthrope est évidemment un élément majeur. Heureusement, les moulages sont conservés à l'Institut de paléontologie humaine à Paris, parce que les originaux ont été perdus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Teilhard participe à cette découverte en 1929, juste avant de s'embarquer pour la croisière jaune. Ah oui, alors cette croisière jaune, quelle place tient-elle dans son parcours? Oui, ça paraît évident, Oui, on sait qu'il y a oui. participé, mais en fait, c'était pas il ne le souhaitait pas forcément et même son collègue, Émile Lissan, il était réticent parce que, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans ces croisières. Mmh. Alors Lissan avait imposé une longue liste de contraintes aux organisateurs qui finalement sont allés voir Teilhard. En fait, ces expéditions sont bien filles de leur temps.
Heu et aux yeux des scientifiques, elles avaient l'air un peu trop, sportives. Heu, L'expédition de 1922 ou encore celle de 1924, la croisière noire, avait montré les possibilités des voitures Citroën à traverser un territoire rapidement. Donc quand Teilhard est sollicité en 1929, il hésite, il a peur d'être embarqué dans une course à la vitesse et de perdre un temps précieux pour ses travaux scientifiques. Alors il rencontre Victor Point, l'explorateur qui fait partie de la croisière. Il le rassure, ça ne sera pas une course, il aura le temps de faire ses recherches et de plus, le départ, prend du retard, ça sera au printemps 1931, ce qui devrait lui laisser le temps de finir, les travaux en cours et aussi la fameuse autorisation, n'oublions pas. Oui. Il demande l'autorisation à son supérieur jésuite à Lyon. Heu, voilà, autorisation accordée sans aucune difficulté. Alors, une fois parti, Théa s'insère à merveille dans la dynamique du groupe. Certes, on lui a promis, du temps pour ses recherches, mais il a bien compris qu'il ne faut pas non plus retarder l'équipe, de manière exagérée. Et en plus, ce survol lui permet de se faire une idée visuelle de toute la région allant de Harbin au Turkestan chinois, comme il disait à l'époque, hein, le Turkestan oriental, complètement inconnu en Europe, et il relie ses connaissances à la géologie de la Chine. Moi, je dirais que sa capacité d'adaptation est la clé du succès, y compris dans un cercle dans lequel les chrétiens sont minoritaires. Dans ses lettres, il décrit des grandes étendues, pareilles à la mer. Il apprécie les moments de camaraderie. On retrouve le Teilhard des années de guerre, libéré de la tyrannie du quotidien, inspiré par les paysages qu'il traverse. Dans une lettre à Édouard Leroy, il décrit une nouvelle plongée dans le réel, sans se douter un instant que son ami est à ce moment mis à l'index par le Saint-Office. Alors, Édouard Leroy était mathématicien et philosophe. Les deux hommes se retrouvaient souvent à Paris. Ils avaient des longues discussions philosophiques. À Rome, l'examen des ouvrages de Leroy attire l'attention sur le cas de Teilhard de Chardin, qui jusqu'ici avait échappé à toute condamnation. Hem, Si bien que, on demande à la Compagnie de Jésus de fournir des informations sur Teilhard de Chardin et ils répondent bien sûr dès qu'il sera revenu de cette campagne scientifique. Et en fait, c'est cette campagne qui l'a sauvé, si on peut dire. À son retour au printemps 1932, Teilhard fait le point, il se rend compte que c'est important d'avoir ce pont, scientifique dans sa vie et il décide de ne jamais exposer seul ses idées philosophico-religieuses. Alors, Teilhard de Chardin passera plus de 20 ans en Chine, répartis en plusieurs séjours successifs, hein, on l'a vu. Comment cette longue période a-t-elle influencé sa réflexion sur l'évolution humaine et la place de l'homme dans l'univers, ou encore le rapport entre la science et la foi? Alors, je dirais que le séjour de Teilhard de Chardin en Chine est un moment important pour sa pensée philosophico-religieuse parce qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain. Alors, je m'explique, ça peut paraître paradoxal. Sa cousine, Marguerite Teilhard-Chambon, est celle qui, à mon avis, a le mieux compris la pensée de Teilhard. Elle était agrégée de philosophie, ce qui au début du XXe siècle n'est pas ordinaire. Ils avaient pratiquement le même âge, avaient reçu une éducation semblable, ils se comprenaient. Dans la préface des lettres de voyage, le titre qu'elle donne au livre quand elle publie la correspondance, elle avance une idée qui me paraît vraiment très très juste. Et j'ai retenu une phrase, je la cite souvent dans mes conférences, elle a fini par rester un peu dans ma mémoire. Elle écrit: la terre découverte, fouillée, étudiée avec passion et, si l'on peut dire, avec un religieux respect, fut le tremplin de sa pensée. Alors, le tremplin de sa pensée, cela veut bien dire que Teilhard a besoin de contact avec la terre, et c'est de là que sa pensée émerge. Donc, lors de son dernier séjour en Chine, durant les années de guerre, il était difficile de se rendre sur le terrain, hein. Les troupes japonaises occupaient le territoire, et donc il n'y avait que quelques promenades le week-end sous haute surveillance. Des amis l'ayant accompagné racontent qu'il partait toujours avec son marteau de paléontologue et qu'il trouvait des pierres intéressantes qu'il leur présentait, revenant des millions d'années en arrière. Et puis, très vite, sa pensée partait aussi en avant, dans des spéculations sur l'avenir qui suscitaient chez ceux qui l'écoutaient l'espérance, comme une manière de quitter les mesquineries du présent.
Alors, l'enfermement le contraint, mais lui donne en même temps le temps d'écrire. Le phénomène humain, le livre auquel il pensait longtemps, il a été écrit en Chine. Donc Teilhard explore la Chine durant des années et si sa pensée s'alimente de l'exploration de la Terre, on pourrait dire qu'il a su saisir ces années d'exil comme une chance. Alors vous l'avez, évoqué, tout à l'heure, Teilhard de Chardin a rencontré de fortes tensions avec les autorités de l'Église, hein, notamment autour de ses écrits, de sa pensée. Quelles en étaient les causes et comment les a-t-il vécues pendant ces longues années en Chine? Alors, le premier départ en Chine est heureux, on l'a dit. Il souhaite vivement rejoindre le père Lissan, explorer le terrain auquel appartiennent les pièces qu'il examine à Paris depuis un certain temps. Il ignore que pendant qu'il arpente la campagne chinoise, un de ses écrits circule de manière incontrôlée avant d'atterrir à Rome sur le bureau du père général de la Compagnie de Jésus. Alors, il s'agit d'une note dans laquelle Teilhard répondait aux interrogations d'un ami sur la question du péché originel. La lecture qu'il fait du dogme inquiète le père général, c'est le père Vladimir Ledochovski, qui craint que ce papier ne parvienne au Saint-Office. Et ça pourrait déclencher une condamnation, ce qui serait pénible pour l'intéressé, mais aussi pour la compagnie. Donc le père général souhaite protéger le jésuite et pour cela, il exige qu'il quitte Paris. C'est ainsi que, Teilhard voyage à nouveau en Chine, cette fois obligé et avec un peu d'humour, il écrit à un de ses amis, heu, il lui dit: «Vladimir», donc le prénom du père général, «Vladimir ne pourra pas m'envoyer plus loin étant donné que la terre est malheureusement ronde». Bon, donc s'il a pu regretter l'éloignement de Paris, le lieu où germent ses idées, il est quand même heureux de participer à des campagnes de fouilles en Chine. Avec l'ISAN, ils établissent le paléolithique chinois. C'est vraiment une découverte. Sa participation aussi à la mise au jour du synanthrope est un épisode important mais Teilhard le qualifie de pavé dans la mare des théologiens. C'est justement son premier dossier arrive au Saint-Office, on l'a dit, au moment de la Croisière jaune, 1931 et le titre, c'est «Accusé d'évolutionnisme». C'est une première alerte, mais qui ne va pas plus loin puisqu'il était, embarqué dans la Croisière jaune. Mais la compagnie s'inquiète et donc aux mesures d'éloignement, joint des mesures d'interdiction. Pas de prise de parole publique, de tout écrit qui ne serait pas strictement scientifique, bon, ce qui veut dire pas de cours, pas de conférences, pas de livres. Heu, alors Teilhard aurait pu obéir. Il aurait pu ranger ses manuscrits et attendre. Il aurait pu aussi quitter la compagnie et contester et publier librement. Il choisit une troisième voie, un peu plus périlleuse, qui veut dire contourner l'interdit afin d'apporter sa vision, celle il avait découverte pendant la guerre déjà. Amour de Dieu et amour du monde peuvent se concilier. Et donc il trouve un mode de contournement que j'ai expliqué dans un petit livre, paru en 2022 aux éditions Salvator, Une parole attendue. C'est un livre qui a fait moins parler de lui comparé à la biographie, pourtant il explique ce curieux phénomène qui a conduit plus tard à l'explosion de la popularité de Teilhard au moment de sa mort. En fait, les écrits de Teilhard circulaient de son vivant sous le manteau. Ils étaient dans un premier temps produits de manière artisanale, tapés à la machine. Alors on sait, pour ceux qui commencent à avoir déjà un certain âge, on a fait ça, hein, papier carbone qu'on glisse, et si on tape bien fort, on a 3 copies ou 5 si on a eu de la chance. Et progressivement, l'affaire prend l'allure d'une petite industrie. Des mains amies s'équipent d'une machine à dupliquer à l'alcool. Alors là, on a des souvenirs d'odeur aussi, de l'encre, des polycopiés, la manivelle qui tourne. Hem, alors il y avait on les reconnaissait, hein, ceux qui étaient produits à Paris avaient une couverture rose, ceux qui étaient à Lyon, une couverture vert amande. Il y a différents ateliers et donc dans ce petit livre, j'identifie les producteurs, les diffuseurs, les lecteurs et on m'a dit qu'il y en avait en Chine avec un artistique papier chinois. Ça, je n'en ai pas vu. Bon, et Lucille Swan, son amie, les traduisait en anglais. Là, c'est vraiment une grosse transgression. Si on lui dit de ne pas diffuser et qu'il a traduit en anglais, c'est que il ressent la nécessité de diffuser sa pensée. Mais bon, les adversaires protestent,
devant cette diffusion incontrôlée, mais ils n'ont pas pris sur lui puisqu'il n'y a pas de livre publié, l'index, mais des livres, l'index, mais ce sont des photocopies. Et même sa vie est critiquée. J'ai trouvé quelques lettres de dénonciation. 1939, il est à Pékin, et il semblerait que lui et son confrère Pierre Leroy ne vivent pas dans l'esprit de pauvreté et de simplicité religieuse qui serait attendu dans leur maisonnette de la rue Labrousse. Je ne sais pas si la rue Labrousse est connue à J'ai dû Pékin. changer de nom. Non. Alors, canapé, fauteuil, tapis seraient à enlever, lit-on dans la lettre que le père Charvet, son responsable en Chine, adresse à ses supérieurs romains. Bon, présenté ainsi, leur mode de vie paraît en effet en contradiction avec leur mission. Et c'est ce qu'a retenu un des lecteurs de ma biographie, un contradicteur du XXIe siècle. Il est vrai qu'on traverse encore un moment Teilhard qui n'est pas du goût de tous. Mais dans un travail de recherche, on ne coupe pas les documents n'importe comment. Or, c'était un article dans l'Homme Nouveau qui a publié ma citation tronquée, et les lecteurs se sont arrêtés au fauteuil, au tapis, sans savoir la suite de la lettre du père Charvet. Le père défend Teilhard malgré tout parce qu'il explique qu'il exerce une bonne influence parmi les chercheurs en donnant une image affable de la foi. Et je pense que là réside le secret de Teilhard de Chardin. Il s'efforce toujours d'être sympathique, malgré l'éloignement, les mises à l'écart, et son sourire est désarmant. Mais merci beaucoup. Merci, Prats, pour cette belle intervention et votre participation à ce podcast. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Pierre Teilhard de Chardin, biographie 1881-1955, publié en 2023 aux éditions Salvator, et bientôt d'un second ouvrage, fruit de vos recherches sur Teilhard de Chardin et le teilhardisme, 1955-1968, une vague qui emporta la France des 30 Glorieuses, et dont l'apparition est annoncée pour le 2 octobre 2025 aux presses universitaires de Rennes. Vous avez aussi été également à l'initiative des ciné-concerts Teilhard de Chardin en Chine, dont une représentation s'est tenue à Pékin en 2003, un événement qui mêle piano, conférences et images d'archives, au cours duquel vous faites revivre les campagnes paléontologiques de Teilhard grâce à votre double parcours de chercheuse et de pianiste conférencière. Enfin, vous avez aussi contribué au colloque qui s'est tenu à Pékin en 2023 à l'occasion du centenaire de l'arrivée de Teilhard en Chine, preuve que son héritage intellectuel est toujours vivant en Chine. Pour clore cet épisode, je vous laisse, chers auditeurs, en compagnie de Mercé Prats, qui nous offre et qui nous interprète au piano l'Uyangli River, une musique traditionnelle chinoise, en hommage aux années que Teilhard de Chardin passa en Chine. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Histoire de Chine. Si vous voulez découvrir de nouveaux entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site www.histoiredechine.fr. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications, ainsi que liker les épisodes qui vous plaisent. C'est ce qui fera grandir notre podcast. Merci infiniment pour votre soutien.